Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans votre hebdomadaire de l'économie Ecobuzz. Aujourd'hui, nous allons parler de la hausse du prix du pétrole de façon générale et de façon plus restreinte de l'augmentation du prix de ce produit dans l'économie malienne. Le litre de l'essence, comme vous le savez, coûte plus d'un bras et d'une jambe. Se procurer un litre de fioul, le fioul couramment appelé le gasoil, est devenu presque impossible à un moment. Alors pour analyser les causes et les conséquences de cette hausse, nous avons avec nous un spécialiste de la question, économiste de formation, un habitué désormais du plateau de Ecobuzz, M. Modibo Mao Makalou. Monsieur Makalou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Diko, toujours un plaisir. Alors, la première question que je m'en vais vous poser, c'est une question, on va dire, récurrente. Le pétrole augmente puis diminue de prix, puis augmente encore. Et nous ne savons pas quel mécanisme se cache derrière cette fluctuation de prix. Bien, merci bien pour votre question. Tout d'abord, il faut savoir que le pétrole est un produit stratégique et qui se vend au niveau du marché mondial. Donc, c'est l'offre et la demande qui jouent. C'est-à-dire ceux qui produisent et qui vendent et ceux qui achètent, qui se retrouvent sur ce marché. Bon, vous avez les courtiers aussi, et puis bon, on peut vendre à terme, etc. Et puis on peut vendre sur le spot aussi. Mais tout cela fait qu'il y a des éléments de jeu de prix. Hein. C'est-à-dire que quand la demande est très forte par rapport à l'offre, le prix a tendance à augmenter. Et surtout quand il y a des crises, que ce soit politique ou autre, généralement, l'offre aussi est réduite. Quand l'offre est réduite par rapport à la demande, évidemment, le prix augmente. Et quand l'offre augmente, et donc cela aussi a tendance à réduire le prix. Donc, vous savez aussi qu'il y a une organisation très influente qui essaye de jouer sur le prix du pétrole, de stabiliser le prix du pétrole. On appelle ça un cartel dans notre jargon économique, qui s'appelle l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP. Donc cette organisation compte environ 13 membres et 10 membres qui sont observateurs, donc qui sont responsables d'une bonne partie du pétrole qui se vend sur le marché mondial. Mais vous avez encore un autre lot de pays, y compris la Russie, qui est le deuxième producteur mondial, mais premier exportateur mondial de pétrole, qui ne font pas partie, qui ne sont pas membres de l'OPEP et qui ne font pas partie des membres observateurs au sein de l'OPEP. Donc, vous comprendrez que, en fait, c'est tous ceux qui produisent, qui mettent leurs produits sur le marché et tous ceux qui veulent acheter aussi, qui se retrouvent sur le marché mondial. Donc, les prix ont tendance à fluctuer. Mais le pétrole comme l'or, évidemment, dépend énormément de la conjoncture économique. Mais le pétrole, comme vous le savez, c'est un produit stratégique, comme je l'avais dit au départ, qui joue pratiquement sur la hausse des prix à la consommation, c'est-à-dire l'inflation dans tous les pays du monde. Alors, c'est à cause de cette stratégie, puisque le pétrole est un produit stratégique, on va venir un peu plus en Afrique. Est-ce que les pays africains, bon, puisqu'on est au Mali, est-ce qu'ils ne doivent pas avoir une politique de suivi sur ce produit, puisqu'il est stratégique? L'augmentation du pétrole engendre l'augmentation de tous les autres prix, souvent, presque tout, en tout cas presque, et surtout des produits de grande consommation. Alors un produit aussi stratégique, est-ce qu'on ne doit pas mieux le contrôler au niveau gouvernemental? Oui, vous avez entièrement raison. C'est dans la politique de tous les pays de constituer ce qu'on appelle des stocks stratégiques, y compris les grands pays, même les pays producteurs. Et d'ailleurs, la question qui se pose en ce moment, il y a des voix qui s'élèvent pour dire mais il y a un déficit puisque la Russie est sanctionnée et que les 8 millions de barils qu'elle met sur le marché mondial manquent, donc l'offre est moindre. Est-ce qu'on ne pourrait pas puiser dans les réserves stratégiques des pays qui ont des stocks très importants comme la Chine et les États-Unis et d'autres pays donc pour combler ce déficit, et est-ce qu'on ne pourrait pas demander aussi aux pays producteurs d'augmenter leur offre? Évidemment, ça c'est une question d'intérêt stratégique pour les pays producteurs eux-mêmes qui font énormément de bénéfices en ce moment où la hausse est vraiment assez importante parce que nous sommes aux alentours de 113 $ par baril, et vous savez qu'il y a deux types de pétrole, le pétrole de la mer du Nord, d'Europe, et le WTI qui vient du Texas, qui est un autre genre de pétrole, mais les prix se valent à 2 ou 3 $ près, c'est le même prix
le baril. Donc, pour les pays africains, c'est une problématique, mais les pays africains ne sont pas logés à la même enseigne. Parce que l'Afrique, elle est diverse. Nous avons 55 pays au sein de l'Union africaine, mais vous savez qu'il y a 10 pays qui sont producteurs de pétrole et exportateurs de pétrole. Par contre, vous avez les 45 autres qui sont importateurs nets. Donc, quand il y a hausse du prix du pétrole, les 10 qui exportent ont des recettes budgétaires extraordinaires. Une hausse extraordinaire de leurs recettes budgétaires, des recettes d'exportation, tandis que les pays importateurs nets, comme le Mali, qui ne produisent pas de pétrole mais qui l'importent, parce que d'ailleurs le Mali, notre premier poste d'importation au niveau de la balance commerciale, ce sont les hydrocarbures. Les hydrocarbures constituent environ 22 à 25% des importations de notre pays. Et cette facture est d'environ entre 700 et 800 milliards, ce qui passe officiellement par le cordon douanier. Évidemment, il y a beaucoup de trafic et beaucoup de fraude au niveau de ce secteur stratégique. Du pétrole brut au carburant, on va dire à la pompe, il y a beaucoup d'étapes. Et ces étapes jouent beaucoup sur le prix, et il y a des étapes fiscales, etc. Vous pouvez nous expliquer ça? Oui, parce qu'il y a le prix du carburant est composé de deux choses. Le prix à la production et ensuite le prix à la pompe. Donc, quand vous avez le pétrole brut, c'est-à-dire avant qu'il dans le pays qui le produit, il faut d'abord voir le niveau du prix mondial, ce dont on a parlé, le marché mondial, quand on vous dit le baril de pétrole est à 113 $ aujourd'hui, par exemple. Donc, à ce prix, il faut ajouter les prix de transport maritime, évidemment. Là, il faut ajouter le prix des assurances et le prix du déchargement où vous allez raffiner ce pétrole. Mais il se trouve qu'avec la guerre en Ukraine, les prix du pétrole brut a augmenté substantiellement, comme à cause du phénomène d'offre et de demande que je vous ai expliqué, mais aussi le coût des transports maritimes, parce que 80 à 85% des marchandises dans le monde se font par transport maritime. Les coûts des transports maritimes aussi ont flambé à cause de la Covid et aussi à cause de la guerre en Ukraine. Donc les coûts aussi des assurances aussi ont beaucoup augmenté. Donc si vous augmentez, si vous voyez la hausse du prix du pétrole brut, le prix du transport maritime, le prix du fret, bon, maintenant il faut décharger. Et maintenant, quand vous déchargez dans l'unité qui va raffiner, évidemment, il faut traiter, c'est-à-dire transformer le produit brut en produit fini. Et ce coût est généralement entre 15 et 20% du produit final. Et une fois que vous faites ça, mais après, il faut stocker. Il faut stocker et maintenant, quand on stocke, ceux qui achètent le produit fini viennent enlever le produit. Et quand ils l'enlèvent, il faut qu'ils le transportent encore. Il faut qu'ils le transportent et il faut qu'ils le transportent, il faut qu'ils le déchargent, il faut qu'ils le distribuent et il faut qu'ils le déchargent. C'est-à-dire, quand vous quittez, si quelqu'un va dans une raffinerie, une citerne va prendre le produit là-bas, l'acheminer vers la station service ou au dépôt, s'il y a un dépôt de stockage comme au sans fil, le dépôt de stockage principal que nous avons ici. Donc vous stockez là-bas et ensuite vous distribuez dans les différentes stations d'essence. Donc tout cela sont des coûts. Donc imaginez que depuis le produit brut jusqu'au produit final à la pompe, vous accumulez. Il y a eu des augmentations de coûts. La deuxième partie du prix, en dehors de ces coûts, différents coûts de production, c'est-à-dire de transport, de déchargement, de raffinage, de transport, de distribution, vous avez encore une deuxième catégorie de coûts qui concerne la fiscalité. Et cette fiscalité, elle dépend essentiellement de l'État, parce que vous savez, c'est l'État qui en charge la fiscalité. Et donc, vous avez deux taxes principales. Vous avez une première taxe qui s'appelle la taxe intérieure sur les produits pétroliers, type on l'appelle. Bon, ça peut avoir différents noms dans différents pays, mais c'est essentiellement cette taxe qui permet à l'État de stabiliser le prix du pétrole. Cette taxe est fixe. Quel que soit le coût d'ici, que le coût du pétrole augmente ou baisse, cette taxe est fixe.
Donc, mais après, donc quand vous ajoutez cette taxe à tous les autres coûts dont on vient de parler en amont, vous avez à peu près le prix à la pompe, mais vous ajoutez encore une autre taxe qui englobe non seulement la TIP, mais tous les autres coûts. Et ça, c'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qui est une taxe évidemment qui dépend évidemment du montant, qui monte et qui descend. Généralement monte et ne redescend presque jamais. Donc la TVA, c'est un impôt indirect, évidemment, qui frappe tous ceux qui achètent le carburant. Et donc cela est répercuté aussi par les transporteurs, par les boulangers, tous ceux qui achètent le carburant. Si le prix à la pompe augmente, eux, ils répercutent sur le produit parce qu'il faut transporter les marchandises, il faut produire, il faut transporter. Donc c'est répercuté et ça ajoute à la hausse du prix et à la diminution du pouvoir d'achat du citoyen. Et c'est ce que l'État essaye d'éviter. Et c'est toujours le consommateur final qui supporte toutes ces charges. Toujours. Mais l'astuce, c'est qu'avec la TIP, l'État peut trouver le moyen d'exonérer ceux qui sont le plus pénalisés par la hausse du prix. Si par exemple vous êtes un transporteur et que 60% de votre marge dépend du prix à la pompe, évidemment l'État peut voir votre cas et puis vous exonérer d'une partie de la TIP pour vous faciliter la tâche. Sinon, vous ne pourrez pas faire d'affaires ou si vous répercutez ce prix, évidemment le consommateur final va beaucoup souffrir. Okay. Parlons maintenant, en parlant de consommateur final, parlons des citoyens lambda. Par exemple, au Mali, nous avons un niveau de vie, on va dire, assez bas. Nous avons même le SMIC qui stagne entre 45 et 50 000, entre moins de 50 000 francs. Je crois que oui, c'est moins de 50 000. Moins de 50 000. Comment ce citoyen lambda, alors que le SMIC est légal, hein, on va dire le salaire minimum certes, mais légal, comment il arrive à supporter cette hausse, d'abord du prix du carburant, qui se répercute sur les autres produits, même de première nécessité? Mais ce n'est pas... parce que quand vous prenez... parce que nous avons ce qu'on appelle l'indice harmonisé des prix à la consommation. C'est pour les 8 pays qui ont en partage le franc CFA. Vous savez, nous avons des politiques de convergence macroéconomique et l'inflation fait partie des critères de premier rang. Et l'inflation ne doit pas, en principe, dépasser 3% sur une année. Mais tenez-vous bien, en décembre déjà, avant le conflit en Ukraine et avant les sanctions au Mali, l'UEMOA était à 6,6% d'inflation. C'était du jamais vu. Et le Mali, même nous, en particulier, même en période de Covid, nous n'avons pas dépassé 2% d'inflation. Donc ce sont des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués. Mais maintenant, cette année, cette période même du mois de mai, le Mali est presque à 8% d'inflation. Mais il y a des pays de l'UEMOA, certains de nos voisins sont à 13%. Mais la moyenne au sein de l'UEMOA est de près de 7%, 7 à 8%. Donc évidemment, c'est une hausse généralisée des prix, c'est un phénomène mondial. Comme je vous l'ai dit, les chaînes de valeur au niveau du commerce mondial ont été affectées. Et cela a beaucoup joué sur l'offre et la demande, parce que l'offre et la demande mondiale au niveau du commerce mondial a baissé, ce qui a fait augmenter les prix. Mais si nous prenons même les différents protagonistes, surtout la Russie, qui est le premier exportateur mondial de pétrole et deuxième exportateur mondial de gaz, premier exportateur mondial d'engrais azotés et deuxième exportateur mondial d'engrais potassiques. Mais en plus, si vous prenez les deux pays combinés ensemble, la Russie et l'Ukraine, ils sont quand même responsables, ils constituent environ 30% du commerce mondial de blé, 20% du commerce mondial de maïs et près de 80% du commerce mondial d'huile de tournesol. Donc c'est beaucoup et de nombreux pays en Afrique et ailleurs se ravitaillent chez ces deux pays. Et comme vous le savez, à cause des sanctions et de la guerre, les ports ne fonctionnent pas tellement. Et donc, le ravitaillement est très difficile. Et en plus, avec la hausse du coût du transport, comme je vous l'ai dit, même quand le produit est disponible, il est très cher. Donc, cela se répercute un peu sur les prix à la consommation dans le monde entier. Et aussi, comme je vous l'ai dit, le prix du pétrole, quand il augmente, il joue sur tous les autres prix. Et bon, c'est un phénomène mondial, comme je vous l'ai dit. Ça fait 40 ans, depuis 1982, que les États-Unis n'ont pas connu une telle hausse des prix qui se situe à plus de 9%.
Et en Europe, ils sont à 7% et ça fait 25 ans qu'ils n'ont pas connu une telle hausse des prix. Donc tout cela contribue à renchérir la vie, à diminuer le pouvoir d'achat des citoyens. Et maintenant, c'est aux autorités publiques, à travers les politiques économiques adaptées, de relancer les économies et aussi de quand même faire face à l'inflation, d'essayer de contrôler, de maîtriser cette inflation qui, par exemple, risque de nous amener vers une récession parce qu'une hausse généralisée et puis la faible production va nous amener dans une situation non désirée que nous n'avons pas connue depuis les années 70. Okay. C'est sûrement, nous aurons le temps de parler de ça, un autre chapitre carrément. Mais ce que j'ai beaucoup, ce qu'il y a à retenir surtout, c'est que la hausse des prix, elle est générale, pour ne pas dire mondiale. Et que voilà, l'UEMOA, tous les pays de l'UEMOA y sont victimes. Dernière question, une question surtout d'ouverture. Pensez-vous qu'après cette crise, les pays africains, surtout le Mali, seront plus tournés, on va dire, vers les énergies renouvelables? Oui, c'est une question importante parce que les énergies renouvelables, d'abord, si nous parlons de l'énergie en général et de l'électricité en particulier, vous savez, il y a 700 millions d'Africains qui n'ont pas accès à de l'électricité aujourd'hui. Bien vrai que nous venons d'avoir une bonne nouvelle annoncée par la Banque africaine du développement la semaine dernière, c'est que l'accès à l'électricité s'est beaucoup renforcé en Afrique pour passer de 42% en 2015 à 56% en 2021. 14 points de pourcentage d'augmentation, c'est fantastique. Mais il faut qu'on continue à renforcer cela. Parce que l'Afrique est la région la plus chaude au monde et nous subissons le plus l'effet du changement climatique. Mais la demande d'électricité augmente au fur et à mesure que la population croît, que la croissance économique, le développement économique est là et on n'arrive pas à combler la demande faite par les citoyens. Alors que l'électricité doit permettre, l'accès à l'énergie doit permettre d'améliorer le quotidien des ménages, mais aussi la productivité des entreprises. Donc si vous augmentez le niveau de vie des populations, la productivité des entreprises, vous augmentez aussi les recettes fiscales. Et donc ça, c'est tout bénéfice pour nos différents pays. Mais malheureusement, je veux dire, il y a toujours le coût de l'accès au financement que la Banque africaine de développement estime à 100 milliards de dollars US par an, ce qui vaut à 600 milliards de francs CFA par an si l'Afrique veut combler son retard. Mais aussi, au niveau de l'énergie renouvelable, il se trouve que la production installée aussi a beaucoup augmenté. On est passé de 34%, de 32% à 56% de gigawatts-heure par an. Et ça, c'est très important, mais on a besoin de faire encore plus d'efforts parce qu'il va falloir changer le mix énergétique, réduire la part du carburant dans la production d'électricité et aller vers les énergies renouvelables. Surtout que les énergies renouvelables, le prix a diminué de 70% ces 10 dernières années. Et si vous prenez, comme je vous dis, l'Afrique est la région la plus chaude du monde et le Mali est l'un des pays les plus ensoleillés au monde. Mais tout cela va dépendre de votre politique énergétique, de votre volonté politique et aussi de ce que les dirigeants comptent faire pour améliorer le pouvoir d'achat et les conditions de vie des populations. Merci beaucoup, M. Makalou. Nous retenons que toutes les questions, surtout sur les énergies renouvelables, toutes les questions surtout de politique gouvernementale, de politique, on va dire, publique. Sinon, le potentiel, il est là, il est présent. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi notre émission de cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de EcoBuzz. Entre-temps, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.